Et je vais vous donner un pixel, donc c'est un pixel de la bouche de la Joconde. Qu'est-ce que vous en feriez? Vous le mettriez dans votre salon Oh non, ça serait triste. C'est marrant parce qu'en le voyant découpé comme ça, on ne sait pas si c'est un sourire. Vous ferez votre opinion. Mais... Et si on vendait la Joconde, ou la Vénus de Milo, ou le radeau de la Méduse? Après tout, si on peut tirer un joli pactole pour sauver le monde de la culture au fond du gouffre depuis la crise, pourquoi pas? Ou plutôt, pourrions-nous tout simplement en faire des NFT et les mettre aux enchères? La technologie pourrait nous éviter de nous priver de nos joyaux artistiques et à la fois de réinventer l'expérience du musée elle-même. C'est ce que Stéphane Distinguin, président de Faber Novel, a décidé d'explorer dans son livre intitulé « Et si on vendait la Joconde ?» Stéphane Distinguin, bonjour. Bonjour Pierre. Si on vendait la Joconde, combien on en tirerait? Est-ce que ce serait assez pour sauver le monde de la culture? Et si on vendait la Joconde d'abord? Parce que, en fait, avant même de poser la question du prix, la question de la vente se pose. Alors, si on doit choisir un prix, pour moi, il y a deux façons en fait, de le fixer. C'est d'abord, en fait, à combien on est vendeur, parce qu'il ne s'agit pas de la vendre à n'importe quel prix, de la brader. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on la vendrait? Et si ces deux réunions sont réunies, bah, moi je pense que le prix minimal c'est une 50aine de milliards, on va dire. Puis cette question en fait, c'est aussi la question d'une époque, à tel point que je visitais, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'exposition sur la collection Morozov à la fondation LVMH, hein, donc, qui est devenue un des grands musées de Paris et qui est donc une fondation d'une très grande entreprise, la première entreprise du CAC 40. Donc. Et j'étais surpris d'entendre une maman visiter avec son petit garçon. Et la maman, pour motiver la visite du petit garçon, lui dire « Mais tu te rends compte, c'est incroyable de pouvoir revenir toutes ces œuvres, tu t'imagines pas combien chacune d'entre elles coûte ?» Et le petit garçon lui répond « Mais à ce moment-là, maman, pourquoi est-ce qu'à côté des tableaux, il n'y a pas le prix des tableaux ?» Cette question en fait de la valeur de l'art et du prix des tableaux est quelque chose qui est nouveau. Et donc cette question de « Et si on vendait la Joconde ?» c'est aussi une question qui est une question de l'époque. On ne se posait pas ces questions avant. Cette théorie que vous avez présentée la première fois sur les réseaux sociaux l'année dernière a provoqué quand même de vives réactions, j'ai vu même d'ampleur internationale. Pourquoi en fait s'attaquer à la Joconde génère autant de crispation pour vous? Vous faites référence à ce qui s'est passé sur Internet et sur Twitter en particulier, où pour faire simple, les royalistes, l'extrême droite, vos hégémonies en menaçant et en me disant que c'était insupportable et que c'était la France et qu'il ne fallait pas y toucher. Et puis à l'autre bout du spectre, des personnes qui me disaient mais qui c'est celui-ci, il n'a qu'à payer ses impôts. Et puis si on s'attaquait en fait à l'évasion fiscale, on les trouverait les 50 milliards. Donc pourquoi vendre quelque chose qui nous appartient alors qu'on pourrait les trouver ailleurs? Je voulais revenir plutôt aussi sur le potentiel technologique au monde de la culture, parce que c'est un peu aussi une voie de conciliation dans le débat qu'il y a justement autour de la Joconde et sur le fait de est-ce qu'on doit la vendre, non, la conserver. Et c'est quoi cette voie de conciliation? Chez Aliansi, vous avez forcément entendu parler du Web3. Enfin, c'est donc moi qui ai déjà connu les deux chapitres précédents, le 1 et le 2, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit quelque chose que je trouve d'assez puissant et heureux, qui est une forme de réconciliation des communautés créatives et des communautés technologiques. La loi Adopi, par exemple, il y a eu des moments comme ça où les ayants droit étaient très opposés en fait, aux acteurs du numérique. Alors qu'on a quand même l'impression, avec la pratique des NFT en particulier, le sujet des métaverses, qu'il y a des usages qui permettent sans doute aux ayants droit de mieux tirer parti du numérique. On réussit en fait à rendre unique un élément qui a été pensé justement comme étant réplicable à l'infini. Et donc il y avait aussi, vous évoquiez le fait de vendre des œuvres justement où on divise en petits pixels et on en fait des NFT et on les revend à plusieurs internautes. Là encore, vous avez compris en fait que cette idée de vente de la Joconde est en fait une espèce de construction un peu théorique, conceptuelle, de façon à jouer avec une idée et se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire et comment est-ce que, justement même comment est-ce qu'on peut expliquer la blockchain, comment est-ce qu'on peut expliquer les NFT en partant d'un tableau qu'on connaît tous. Et jouer avec cette idée, c'est pas priver le Louvre de son joyau, mais bien se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et soit dit en passant, après avoir eu cette idée tout à fait saugrenue, le Grille des Offices à Florence, mais aussi des musées à Londres, ont décidé en fait d'utiliser des NFT et de vendre des œuvres en NFT. Donc, ce qui revient un peu à du mécénat quelque part. Hein, c'est une façon d'avoir une contrepartie, un don contre don. Mais on peut aussi imaginer d'autres moyens qui peuvent être en fait
des multiples, des choses qui existent déjà pour les lithographies, pour la photographie, et donc de dire on a une série de N répliques numérotées, avec ou pas des variantes. Bored Apes, les CryptoPunks, tous ces sujets-là avec leur série de 10 000 sont exactement sur ce modèle. Et puis enfin, on pourrait complètement imaginer qu'on prend la toile elle-même et qu'on la découpe par petits bouts, virtuellement bien sûr, et qu'on a tous un pixel qui peut être en 2D, qui peut être aussi dans la profondeur éventuellement, puisque maintenant la Joconde fait partie des tableaux qui ont été auscultés, vous vous en doutez, sous tous les angles, avec des technologies incroyables, donc on pourrait complètement la recomposer, y compris en fait dans sa matière. Et c'est justement l'exemple que vous aviez pris sur le buste de mousquetaire de Picasso, qui avait été acheté par 25 000 internautes en même temps. Donc ça peut enrichir en fait l'expérience culturelle, c'est ça que vous voulez dire par le potentiel technologique, mais à la fois il y a aussi, j'ai envie de dire, un potentiel aussi financier. On peut pas le nier, et dans un sens, est-ce que ce que vous proposez, c'est pas de détourner l'emballement spéculatif des NFT pour récupérer une part de l'argent et relancer l'industrie créative, créer nos propres géants de la culture? Est-ce que effectivement, j'en rêve. Il a fallu se battre, on a été quelques-uns à faire en sorte d'être pris à peu près au sérieux en faisant des startups et de l'innovation technologique en France. Mais la vérité, c'est que les gens, ils viennent pour quoi? Ils viennent pour des musées, ils viennent pour s'intéresser à l'épopée culturelle de Paris. Donc, on serait quand même bien inspiré, au moment où on est en train de développer la French Tech Institute, de ne pas le perdre, ce truc. C'est-à-dire que les gens viennent encore pour voir de la création. Deuxième point de réponse. C'est toujours pas l'argent dont je vais vous parler de la Joconde, c'est qu'il faut aussi se faire confiance. C'est-à-dire que moi j'aimerais que les gens viennent aussi pour autre chose que la Joconde, qu'ils viennent pour visiter des galeries dans lesquelles il y a des jeunes artistes qui sont ici, qu'ils soient français, parisiens ou pas, parce qu'on a la chance justement d'être dans un domaine dans lequel il y a des artistes qui viennent du monde entier, comme Hemingway ou Picasso, qui n'est pas forcément des locaux de l'étape, et qui venaient ici parce qu'on était un endroit dans lequel on crée. Pour moi, cette communauté créative, elle est au fondement de toute la création. Et la création technologique, les startups et tutti quanti, comme disait Léonard de Vinci. C'est ce que Richard Florida, qui est un universitaire américain, appelle la classe créative et qui fait dire que, en fait, que vous soyez développeur, designer, artiste, plasticien ou musicien, en fait, vous avez à peu près les mêmes centres d'intérêt, vous avez envie d'aller dans les mêmes bars, voir les mêmes concerts le soir, et que c'est ça qu'il faut de façon à avoir une communauté créative qui vibre et qui crée. Alors pour le métaverse, je vous invite d'ailleurs à voir ma précédente interview avec le créateur du métaverse Sandbox. Donc Sébastien Borget, lui, me partageait son engouement de la technologie pour le monde de l'art, donc au service de l'art. Et ma question, c'est est-ce que le Louvre, lui, gagnerait à investir le métaverse? C'est évident qu'il faut y aller et proposer en fait à distance une expérience qui soit digne du Louvre. Surtout quand on a le privilège absolu d'avoir un tel stock de chefs-d'œuvre. Donc concrètement, en fait, le fait de consommer plus d'art virtuellement ne signe pas l'arrêt de mort des musées, c'est plus complémentaire, quoi. Je faisais souvent référence à un livre qui a beaucoup compté pour moi d'un auteur qui s'appelle Walter Benjamin, qui avait écrit un livre qui s'appelle Paris, capitale du 19e siècle, et qui parlait beaucoup justement de l'arrivée du commerce et des passages dans Paris. Walter Benjamin, dans ses autres sujets, a beaucoup travaillé sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité. Son intuition a été de parler de l'aura d'une œuvre d'art. Et c'est ça qui est fabuleux avec une œuvre d'art. C'est que aussi, être en présence de Mona Lisa, du tableau, c'est quelque chose qui ne se numérise pas. Je ne suis pas inquiet pour les musées. C'est-à-dire que je pense qu'être en présence d'une œuvre d'art, la voir, c'est pas la même chose que voir sa reproduction, même si c'est génial de voir sa reproduction. Et même si, et ça c'est pour moi un autre combat, et je vais revenir au commun, et donc éviter à nouveau de parler d'argent, et que d'argent, c'est que, vous voyez, il y a une obligation qui est faite au musée, sur laquelle la Cour des comptes a plusieurs fois insisté, c'est que les musées, les collections publiques doivent être accessibles d'un point de vue numérique. Et elles ne le sont pas assez, voire pas du tout. Et cette accessibilité des œuvres, elle permettrait déjà de découvrir des œuvres qu'on ne connaît pas assez, et puis elle permettrait parfois, c'est l'exemple que j'utilise dans le bouquin, si vous pensez à la Vénus de Milo,
qui est quand même bloqué dans un coin, il y a des endroits où vous ne pouvez pas faire le tour. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Donc là, il y a des choses que le numérique peut nous permettre de faire, que le physique ne peut pas nous permettre de faire. Donc c'est aussi avec tout ça qu'il faut réussir à jouer. Alors, j'ai ici donc une représentation de la Joconde, et je vais vous donner un pixel. Donc c'est un pixel de la bouche de la Joconde. Un gros pixel. Donc voilà, vous êtes détenteur d'un NFT, enfin là il est physique, mais imaginons quand vous étiez détenteur de la Joconde, donc le sourire de la Joconde, qu'est-ce que vous en feriez? Vous le mettriez dans votre salon Oh non, ça serait triste. Je ne vais certainement pas le garder que pour moi. D'ailleurs c'est marrant parce qu'en le voyant découpé comme ça, on ne sait pas si c'est un sourire. Décidément, qu'est-ce qu'il est énigmatique, hein, que quand on voit le visage, on dit elle sourit, et là... Le grand débat, est-ce que c'est un sourire ou pincé Je vous ferai votre opinion. Mais, je le ferai voyager, ce sourire. Parce que là, vous avez typiquement, c'est ce qu'on dit, hein, de justement, alors là, si vous avez bien quelque chose qui est non rival, c'est qu'un sourire, ça n'appauvrit pas celui qui le donne, et ça enrichit a priori celui qui le reçoit. Il y a beaucoup de biens qui ont été volés, spoliés, et je pense qu'il y a un véritable enjeu d'universalité dans ces œuvres et qu'il faut les faire circuler. Donc je montrerai ce sourire dans des musées, en Afrique ou ailleurs, là où on a un peu tendance sur ces derniers siècles à s'être un peu copieusement servi, sans beaucoup donner. Donc donc vous le metteriez en bien commun, en open source pour tout le monde. Complètement. Eh bien parfait, merci Stéphane, et à très bientôt. Merci beaucoup.